Alors, la tour de Babel, elle ressemble au gros panier de linge sale là, qui est sur le côté. Un truc cylindrique où on voit Jésus qui est en haut, le diable qui l'incite à se jeter dans le vide, mais le Christ résiste à l'appel du diable. Hors les murs, le reportage de Passion médiéviste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du format Hors les murs de Passion médiéviste. Parce que d'habitude dans Passion médiéviste, je reçois des personnes qui parlent de leur sujet de thèse ou de mémoire, qui vous racontent une partie du Moyen-Âge, un sujet un peu précis. Et dans le format Hors les murs, que j'aime bien vous proposer en général l'été, quand ils sortent c'est l'été, je vous propose de sortir et d'aller hors les murs. Le titre du format parle de lui-même. Et donc le but c'est d'aller visiter par les oreilles un lieu où le Moyen-Âge est présent aujourd'hui. Et donc je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et aujourd'hui je vous emmène à l'abbaye de la Sauve-Majeure. Il faut savoir que c'est là, je crois, j'ai l'impression, parce que sinon tu sais pas que c'est là. C'est indiqué, t'as vu quand même. Ah oui, on a vu un petit peu. Et en fait, tu passes de village en village, donc Ouais. là tu vas rentrer de nouveau dans un La village. Sauve, Donc, voilà, voilà, il y a un on indice. arrive vraiment là à la Sauve, c'est là où C'est ça. et elle est vraiment au cœur du Ouais, elle est au cœur, elle est là-bas. au cœur du truc. Et là tu vas là. Comment ça je vais essayer de rouler doucement. Attends. T'inquiète. Voilà, on l'aperçoit bien là. Ah oui. Oui, parce que tout à l'heure elle était à gauche et là elle est à droite. On a tourné. Oh waouh. On a tourné. Donc voilà. C'est Et- vachement plus grand que ce que j'avais visualisé. Ah bon? Ah d'accord. C'est encore plus haut que ce que je pensais. Tu peux monter au sommet. Alors nous on l'a déjà fait 2 ou 3 fois. En fait il y a vraiment une vision des alentours qui est. oui. On comprend pourquoi ça a été mis au-dessus de ce petit éperon. C'est peut-être pas l'abbaye la plus connue en France, mais pour vous dire pourquoi je l'ai choisie, j'avais très envie de faire un épisode dans une abbaye en ruine. Je ne sais pas pourquoi, voilà, j'ai des lubies des fois dans ce podcast. Donc j'avais très envie d'enregistrer dans une abbaye en ruine, parce que une abbaye en ruine, il y a une histoire derrière l'histoire, il y a plein de choses à raconter de pourquoi elle est en ruine, quelle était l'abbaye au début et tout ça, on va en parler. Et aussi j'avais envie d'enregistrer dans le sud-ouest de la France, parce que dans les épisodes de Hors les murs, j'ai fait plusieurs parties de la France, j'ai fait un peu l'ouest avec les marais salants, j'ai fait l'est avec Dijon et Strasbourg. Et bref, j'ai réfléchi, quel espace géographique en France est-ce que j'avais pas encore exploré? Le sud-ouest. Donc j'ai cherché une abbaye en ruine dans le sud-ouest de la France. Et c'est comme ça que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de l'abbaye de la Sauve-Majeure. On est dans la région de l'Entre-deux-Mers, donc on est à 30 minutes en voiture à l'est de Bordeaux. Et aujourd'hui, comme d'habitude dans Passion médiéviste et encore plus dans ce format hors les murs, je ne suis pas toute seule pour vous parler de l'histoire de l'abbaye Sauve-Majeure. Alors c'est drôle parce qu'il y a un lien, et j'avais pas prévu à la base, il y a un petit lien avec l'épisode que j'ai sorti le mois dernier, parce que le précédent épisode du format hors les murs, je l'ai enregistré donc à Provins, en fête médiévale de Provins, en juin 2023, avec une troupe de reconstitution. Et bien là, on va encore un peu parler de reconstitution parce que nous avons rendez-vous avec un chevalier. Conoguda, Caosasia, Queme Ingeron, Cabalei, Omnes Presentibus, Scientis, Que Ego Ingelranus, Miles. Alors je m'appelle Enguerrand, je suis un chevalier de la fin du XIIe siècle, plus précisément on se trouve dans les années 1170, en Bordelais, au cœur de l'Entre-deux-Mers. Je dépends du vicomte de Benauge, qui est le grand seigneur de la région et le bras droit du duc d'Aquitaine lorsque le duc vient sur ces terres bordelaises. Et donc c'est au nom du vicomte de Benauge que je suis présent à l'abbaye de la Sauve aujourd'hui pour m'assurer du bon déroulement du chantier de construction. Et parce qu'on n'a pas fait finalement de voyage dans le temps, qui es-tu dans la vraie vie ? Ah oui, en vrai, tu veux dire. Je m'appelle David Souni, je suis historien, archéologue médiéviste et guide conférencier, passionné d'histoire et de Moyen-Âge. Mon activité au sein de mon bureau d'études qui s'appelle Histoire de Pierre, c'est à la fois une partie recherche, études historiques et puis recherche archéologique. Je travaille beaucoup sur les châteaux et les villes médiévales de la région. Et à côté des recherches scientifiques que je mène, soit dans le cadre universitaire ou pour des particuliers ou pour les communes,
eh bien, j'ai le côté médiation, conférences et visites guidées là, sur une vingtaine de villes, châteaux et églises du Bordelais. Et parallèlement à ça, il y a une dernière casquette, cette fois-ci plutôt associative. Je suis membre d'une association de reconstitution historique qui s'appelle Historia Aquitanorum, l'histoire des Aquitains, dont l'histoire se déroule dans les années 1170 en Aquitaine. Et c'est donc ce personnage d'Enguerrand que j'ai créé à la fois pour mon association, où on est différents reconstituteurs. Notre démarche, c'est d'être le plus réaliste possible, le plus proche de ce qu'était la vie quotidienne à l'époque de Richard Cœur de Lion, d'Aliénor d'Aquitaine, et de pouvoir le présenter lors d'animations sur des sites historiques, dans le cadre de documentaires, de docu-fiction également. Et donc moi, ça m'arrive d'utiliser ce personnage et son costume pour certaines de mes visites guidées autour de chez moi, et en l'occurrence dans ce site que j'aime beaucoup, là, cette abbaye de la Sauve-Majeure avec cette si riche histoire. Il faut imaginer un endroit presque onirique. On a des ruines tout autour de nous, mais pas que des ruines. Et ça que j'aime beaucoup aussi dans cet endroit, c'est que, eh bien, on a aussi un clocher encore en élévation, donc encore tout bien construit, qu'on peut deviner quand on arrive, notamment en voiture, à l'abbaye de la Sauve-Majeure, parce qu'il est très haut. Et tout autour, on a encore beaucoup de murs en élévation, donc encore debout, encore en plutôt bon état, même si, bon, il manque un peu le plafond. Mais on peut encore avoir une bonne image de comment était l'abbaye à son apogée. Alors ici, on vient de passer le portail. Alors le portail a pratiquement disparu depuis que l'église, faute d'entretien, s'est effondrée en 1806. Donc il ne reste que les soubassements du portail. Mais en revanche, une fois qu'on le franchit, on a encore tout le volume de la nef qui se dessine encore bien. Et là, on est au niveau de ce qu'on appelle le narthex, donc le hall d'entrée de l'église, là, ce sas intermédiaire entre l'extérieur et l'espace sacré. Les marches qui suivent vont nous permettre de rentrer dans la nef elle-même. Oui, parce qu'on a encore les murs, et en fait, on va le voir, il y a encore beaucoup de murs, mais pas beaucoup de plafond. C'est ça, depuis que l'église s'est effondrée, ensuite elle a servi de carrière de pierre tout au long du 19e siècle, donc elle a été énormément détruite. Mais paradoxalement, on a ici maintenant une ruine romantique, d'ailleurs qui a énormément attiré les érudits et les historiens du 19e siècle. On a de très beaux dessins là, de cette grande mouvance romantique. Et finalement, l'église est encore parfaitement lisible, puisqu'on a le plan au sol et puis encore de belles élévations. Et tout un côté, là le bas côté sud, où on a encore l'intégralité des voûtes, des colonnes et les arrachements des voûtes de la nef. Donc finalement, avec un peu d'imagination, on arrive à restituer les volumes. Et quand j'en fais la visite, moi souvent ce que je dis à mes visiteurs, c'est que le Moyen-Âge, il faut rêver. On regarde bien, puis on ferme les yeux, et puis on essaye de se souvenir d'une église dans laquelle on est rentré, et on va reconstituer ainsi les voûtes. On repart de l'arrachement des nervures des croisées d'ogives, et puis on les restitue mentalement, et on les voit retomber sur les piliers opposés. On devine au travers des petites fenêtres conservées sur les côtés qu'on devait être dans une nef assez sombre, et à contrario, quand on arrive au bout de la nef, on va découvrir le chœur qui lui était baigné de lumière par de très grandes baies, et là on voit que même dans l'architecture romane, finalement, si on veut faire rentrer la lumière dans un édifice, on le sait parfaitement, l'image d'une architecture romane qui serait sombre, petite, bref, moins belle que le gothique, c'est quelque chose de complètement erroné. On a au final une scénarisation de la lumière, où on voit ici qu'on cherche sur les jeux de pénombre et de lumière, avec une nef obscure qui va guider le regard du pèlerin, du visiteur, vers le chœur, vers l'emplacement le plus sacré, là où se trouvait le tombeau du fondateur de cette abbaye, la Saint-Gérard de Corbie. Bah justement, on va explorer tout à l'heure effectivement les différents espaces de l'abbaye, mais raconte-nous quand et pourquoi a été fondée cette abbaye, et pourquoi ici d'ailleurs ? Et oui, on est en plein cœur de l'entre-deux-mers, ce que l'on appelait au Moyen-Âge la grande forêt, du fait de la présence évidemment d'un grand espace boisé. Et la grande forêt, en latin, ça se dit la silva major, silva la forêt, major, la grande. Et donc au cœur de cette silva major, eh bien c'est ici qu'on a un moine qui nous arrive tout droit de la baie de Somme, du nord de la France, un moine bénédictin de l'abbaye de Corbie, qui cherchait à fonder sa
sa propre abbaye. Ce moine, c'est Gérard de Corbie, qui arrive avec 5 ou 6 autres compagnons. Et dans son périple, dans sa quête de trouver un lieu pour créer son abbaye, pour la fonder, eh bien, il va faire étape à Bordeaux, où il va rencontrer le duc d'Aquitaine. Et le duc d'Aquitaine lui conseille d'aller justement au cœur de cette grande forêt pour l'exploiter, pour la défricher, la mettre en culture. Et aux côtés du duc d'Aquitaine, ce jour-là, se trouvaient les grands seigneurs de la région, à commencer par le plus puissant d'entre eux, le seigneur de Benauge, qui a son château à 2 pas d'ici, et plein de petits seigneurs locaux, dont le seigneur de Rions. Pour moi, j'y suis très attaché. Rions, c'est ma petite ville médiévale, mais c'était aussi ce seigneur de Rions, Auger de Rions, le copropriétaire d'une terre qui s'appelait Auvillard, et c'est cette terre qui va être donnée par le seigneur de Rions et d'autres seigneurs voisins à Gérard de Corbie pour qu'il y installe sa nouvelle abbaye. Donc ici, on est sur l'ancienne terre d'Auvillard. Et donc Gérard de Corbie, en arrivant ici, lui, il n'a pas la protection des armes, même si le seigneur de Benauge s'est fait son protecteur, le duc d'Aquitaine aussi. Mais avant de construire l'abbaye, il va délimiter un périmètre sacré, un périmètre consacré où le port des armes est théoriquement interdit. Et ça se matérialise par une série de croix qui sont plantées tout autour. Et c'est ce qu'on va appeler une sauveté, un territoire où on a la vie sauve. Une sauveté, Gérard de Corbie fait une grande sauveté. En latin, ça se dit salva maior. Et là, on comprend que l'on est passé de la grande forêt, Silva Maior, à la grande sauveté, Salva Maior, qui a donné son nom au lieu, la sauve majeure. La sauve majeure, c'est la Salva Major, la grande sauveté. Ah, oui, donc il y a une double étymologie de l'endroit. Et alors, il s'installe ici en quelles années à peu près ? Alors on est à la fin du XIe siècle, Gérard de Corbie arrive ici en 1079. Très rapidement, sa petite communauté va prospérer. Il va obtenir énormément de dons. Tous les seigneurs de la région vont faire des donations. On conserve d'ailleurs ce qu'on appelle le grand cartulaire de l'abbaye de la Sauve Majeure. C'est sur lui que j'avais fait mes études universitaires il y a une vingtaine d'années. Et ce cartulaire, c'est donc un recueil de chartes et on conserve toutes les donations qui ont été faites. Et des familles entières vont faire des dons de terre, de vignes, d'hommes, de lieux, de taxes et ainsi de suite, qui fait que cette abbaye, en l'espace de quelques décennies, elle devient extrêmement importante. À la mort de Gérard de Corbie en 1095, 16 ans après la fondation, on estime le nombre de moines ici entre 80 et 100, ce qui est quand même assez conséquent. En une quinzaine d'années seulement, il a ramené plein de gens, c'est impressionnant. Alors, là tu nous as donné sur l'aspect humain, mais on a donc autour de nous des ruines. Quand est-ce qu'on a commencé à construire cette abbaye ? Alors il y a a priori eu une première église en bois les premières années, histoire que les premiers moines puissent avoir un lieu pour prier, et puis rapidement ils vont faire une petite église en pierre à la fin du XIe siècle, mais l'abbaye prospérant, la petite église en pierre, elle est bien trop petite pour accueillir 80, 100 moines et les nombreux visiteurs qui s'y pressent, et comme l'argent afflue, l'abbaye de la Sauve Majeure va avoir au XIIe siècle près de 76 dépendances, 76 prieurés répartis entre l'Angleterre et l'Espagne. Ça c'est la Reconquista. On est sur une success story en fait à ce niveau-là, enfin, c'est énorme. Ah oui, ça a très très bien marché. On est dans la grande époque des abbayes bénédictines, après Cluny, après Cîteaux, c'est le grand mouvement des grandes abbayes bénédictines. Et l'abbaye de la Sauve est l'une des grandes abbayes du sud-ouest et on voit cette réussite très rapide. Et ça va se concrétiser par un bâtiment d'envergure, c'est celui dans lequel on se trouve. Et le chantier va débuter vers 1120, plutôt qu'un chantier, en fait on a 2 chantiers qui débutent. Il ne faut pas oublier qu'on a une première église qui est construite et que nos moines, ils ont besoin d'un lieu pour continuer à prier. Donc finalement, on a 2 chantiers qui vont fonctionner en parallèle de part et d'autre de la petite église d'origine. Donc un chantier qui démarre par le portail, là où nous nous trouvons, et une autre équipe qui construit le chevet, donc l'autre extrémité, et les 2 chantiers vont progresser et au moment de se rejoindre, eh bien, on va démolir la petite église d'origine et on va achever la grande église dans laquelle nous nous trouvons, cet édifice monumental. Je te propose que du coup, on avance un petit peu dans cette église, ce qu'il en reste en tout cas, et qu'on parle un petit peu des différents espaces qu'on a ici. C'est parti.
Une fois qu'on passe le portail, on se retrouve face à une première arcade, une arcade en arc brisé de style gothique, donc qui n'est pas du tout romane, mais qui n'est même pas gothique finalement. On est ici dans les vestiges de ce qui était une tribune d'orgue qui est mise au XVIIe siècle, et on voit bien les deux alcôves de part et d'autre de la voûte d'ogive, et au-dessus de nous devait se trouver le grand orgue qui au XVIIe et au XVIIIe siècle résonnait dans toute la nef, là, dont on devine toute l'ampleur ensuite. Ouais, et l'arc au-dessus de nous, on va dire, il fait combien de haut là? Parce que c'est quand même assez impressionnant pour donner l'idée. L'arc, là, sous la clé, on doit être, je dirais, à 8-10 mètres de haut, mais c'est rien par rapport aux voûtes, là, dont on devine les arrachements, où là, on devait culminer à 18, 20, peut-être même un petit peu plus encore. Là, les colonnes romanes sont vraiment très imposantes ici. Là, les chapiteaux sont très hauts quand on rentre dans la nef. On est vraiment sur l'époque de la construction dont tu nous as parlé, on est sur du roman. Oui, la grande majorité de l'église est construite donc tout au long du XIIe siècle dans un style roman. Et le chantier s'est prolongé sur près d'un siècle au final. Et à la fin du XIIe, l'architecture romane, qui est très appréciée, qui est une grande caractéristique du sud-ouest et qui va se prolonger encore tout au long du XIIIe siècle dans les traditions. Mais dans les grands édifices, on va succomber aux sirènes de cette nouvelle architecture qui était celle de l'ennemi, là, celle du nord de la France, les Francs. Cette architecture qu'on appellera plus tard le gothique, mais à laquelle on reconnaît quand même des prouesses et puis un côté moderne, avant-gardiste, qui va être employé ici pour les parties hautes de l'église. Et quand le chantier se termine au niveau des voûtes, eh bien on n'est plus dans le roman, on a basculé dans l'architecture gothique. Donc en fait, on peut voir effectivement les deux styles. On a les indices des deux styles autour de nous. Voilà, si on suit le chantier, les deux extrémités, portail d'un côté, chevet de l'autre, sont purement romans. Le chantier progresse, toutes les parties basses de la nef et des transepts sont romans, jusqu'au chapiteau. Et quand on arrive sur les voûtes, eh bien c'était donc la fin du chantier, où là, on est en train de basculer dans le gothique. Donc on est sur un édifice de transition. Donc là, on est à l'entrée de la nef, on voit la nef comme ça se profiler devant nous. Et là, en fait, il faut imaginer qu'on a la nef face à nous. À gauche, on a effectivement des murs, mais à droite, on a des murs très en élévation encore. Oui, puisqu'on est sur une nef qui est très vaste ici, avec un vaisseau principal dans lequel on se trouve, là, qui est la partie la plus haute et la plus large. Et de part et d'autre, on a des bas-côtés, le bas-côté sud, le bas-côté nord. Le bas-côté nord a quasiment disparu, il n'en reste plus que les sous-bassements. En revanche, le bas-côté sud est entièrement conservé et surtout, il a gardé ses voûtes. Lui, ça ne s'est pas effondré. Donc ici, on retrouve très bien encore les volumes de l'édifice d'origine, avec les colonnes romanes et puis, en levant la tête, les voûtes sur croisées d'ogive de l'édifice gothique achevé au début du XIIIe siècle. Et sur ce bas-côté sud, il y a un autre élément qui vient s'ajouter au fil du chantier. On va venir implanter au-dessus de l'une des travées un nouveau clocher, un clocher de style gothique. Et comme les bases de l'édifice n'avaient pas été conçues pour une telle élévation, eh bien on en a renforcé les murs en fermant les arcades romanes pour servir de soubassement au clocher. Et on a ce très beau clocher octogonal avec ses grandes baies gothiques. Il y avait à l'intérieur un beffroi avec ses cloches et puis la terrasse depuis laquelle le visiteur peut aujourd'hui encore monter et découvrir à près de 30 mètres de haut, je crois, là, une vue magnifique sur la Silva Maior, donc cette grande forêt de l'Entre-deux-Mers qu'on devine encore, mais également sur la Salva Maior, donc la Sauve majeure, les ruines de l'abbaye et le petit village attenant. Est-ce qu'on ne me montrait pas ? Eh bien, c'est parti. En plus, ici, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce clocher, c'est que pour les enfants, c'est un véritable passage secret. Il y a plein de petits escaliers et puis on va voir quelques petits trésors au passage. Oui, parce qu'en plus, dans ta visite, tu la fais pas, la montée des marches, parce que c'est un peu compliqué. Oui, dans le cadre d'une visite de groupe, c'est étroit, il y a 157 marches. Je conseille de le faire après la visite, chacun à son rythme peut revenir sur le site, prendre le temps de découvrir les lieux, admirer les magnifiques chapiteaux et puis pour les plus sportifs, s'attaquer à l'ascension du clocher. Mais ça vaut vraiment le coup, on est récompensé. Bah oui, allons-y. C'est pas la première fois que je fais des montées de marche dans les murs parce que j'ai fait un épisode à la cathédrale de Strasbourg. Ah, ça devait être pas mal ça. Ah bah là oui, on a fait de la montée de marche mais en plusieurs étapes parce que là c'était encore, je me rappelle plus les hauteurs, mais c'était très long. Ah ouais, Strasbourg, c'est un des plus beaux clochers. Tiens, on va ici, on a une marque de tâcheron. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une marque de tâcheron ? Alors sur les murs de l'église, un petit peu partout, on va voir des formes d'inscription. Ici, ça fait comme donc un grand trait avec deux petites boucles à chaque extrémité. On en voit une autre un petit peu plus bas, où on va avoir une croix avec des petites flèches. La marque de tâcheron, c'est comme son nom l'indique, la tâche que va faire le tailleur de pierre qui est
payé à la tâche, donc payé à la pierre. Donc une fois qu'il a sculpté sa pierre, il applique sa marque dessus. Chaque sculpteur, chaque tailleur de pierre avait sa marque et il est payé en fonction du nombre de pierres qu'il a faites. Et dans l'abbaye, on va repérer plein de marques de tâcherons, donc on peut suivre les différents sculpteurs et leur travail. Et là, il y en a 2 qui apparaissent très bien dans la cage d'escalier. Oui, il y en a plusieurs, effectivement. Après, une fois qu'on commence à les regarder, on en voit Oui, un peu en vrai, partout. là, c'est vrai que je regarde autour de moi, là, les petites croix, j'en vois d'autres et tout. Alors ici, pour passer d'un escalier à l'autre, à un moment, on a une petite porte qui donne sur les voûtes du bas-côté. Tout à l'heure, on était juste en dessous, et les voûtes, on est habitué à les voir d'en bas, avec leurs nervures. C'est beaucoup plus rare d'avoir le privilège de voir les voûtes par-dessus. Et là, c'est ce que je trouvais super ici, c'est qu'on voit l'extrado, donc la partie supérieure des voûtes. C'est la face cachée, la partie qu'on ne voit pas habituellement. Donc Je crois que c'est la première fois que je vois ça. On a un petit regard ouais. dessus. Bon, là, auditeur, auditrice, je vous mettrai une photo sur le site, mais c'est compliqué à vous expliquer. En fait, oui, c'est comme si on était dans la charpente. Et que oui, on est dans la charpente et on voit la charpente au-dessus de la tête et on voit bien la partie supérieure qui n'est pas destinée à être visible. Donc là, c'est la partie brute. On ne s'embête pas à tailler proprement, à faire des décors. C'est la partie la plus sobre, la plus basique. Mais en même temps, je trouve que c'est d'ici qu'on ressent une partie un peu cachée de l'édifice. Totalement. Donc là, on a un petit couloir, on a vu effectivement sur cette vue et on continue à monter. Et maintenant, 2e escalier pour aller jusqu'en haut cette fois-ci. Avec des petites fenêtres, donc on entend effectivement les bruits de dehors, on voit un peu déjà des aperçus. Et là, on a une porte qui donne dans le vide aujourd'hui, avec une grille assez sécurisée, rassurez-vous. Mais cette porte, elle permettait d'accéder aux voûtes de la nef. Là, on est juste au-dessus du corps principal de la nef. Et quand on voit la hauteur, là, on comprend mieux le volume du bâtiment et la hauteur sous voûte que ça avait initialement. Oh. Ouais, donc là, on est bien en hauteur. Faut pas avoir le vertige. Non, ici, effectivement, on a une belle vue bien dégagée, on domine les ruines de l'abbaye et on est ici à la base de la flèche. Au-dessus de nous, on avait encore toute une partie conique en pierre avec un 3e escalier là qui n'est pas accessible, lui, pour le coup, mais qui permettait de monter dans les derniers niveaux. Je m'interroge aussi sur la forme du clocher parce que cette forme octogonale, on trouve ça souvent ou pas ? Bon, c'est assez atypique. Après, le plus souvent, c'est carré, parfois un peu allongé, plus rarement circulaire. Octogonal, souvent la tour est carrée. Et après, on va passer à l'octogone pour les flèches, entre autres en pierre. C'est plus simple. En fait, un octogone, c'est un carré avec les pans coupés. Quand l'édifice monte, au fur et à mesure, on vient rabattre les coins pour aboutir à une flèche en pierre. Et généralement, là, on est sur un plan octogonal le plus souvent. Là, ici, c'est dès le départ. Dès la base, on démarre sur cette forme octogonale qui lui donne cette particularité. Du coup, 8 fenêtres gothiques depuis lesquelles on a une très belle vue sur les différents côtés de l'abbaye. On a encore donc les fenêtres, tu me dis, ça s'appelle comment ? Alors, on est sur des fenêtres gothiques, des baies en lancettes, donc qui sont assez élancées, et avec une partie polylobée là, qui dessine comme un petit peu quelque chose de tréflé. Oui, comme le haut d'un trèfle, quoi. Bon, on est bien, mais il va falloir qu'on redescende parce qu'on a tout le reste à voir, mais on profite quand même de la vue, on n'est pas monté pour rien. On voit depuis le haut là, les ruines de toutes les parties qui composaient le couvent, là, la trace du cloître, on voit le réfectoire, la salle capitulaire, le scriptorium, tout ça qu'on va pouvoir retrouver au sol, mais en vue depuis le haut du clocher, presque en vue aérienne, on a tout le plan global du monastère qui apparaît sous nos yeux. Et en plus, en fait, autour de l'abbaye Saint-Major, il y a encore un mur et tout ça, ce qui fait que même on imagine les espaces autour. Oui, puisqu'en plus des ruines que l'on voit aujourd'hui, initialement, il y avait tout un tas de bâtiments beaucoup plus vastes que ne laissent imaginer les quelques pans de murs actuels. Même si les pans de murs sont déjà beaux et assez nombreux, ce n'est qu'une petite partie de l'abbaye du temps de son apogée au XIIIe et début du XIVe siècle. Bon, on redescend. Là, quand tu regardes, tu as une vue sur l'intérieur, là où devaient se trouver les cloches.
cette partie ici, là, toute la partie centrale du clocher. On devine des corbeaux, donc des supports sur lesquels prenait place ce qu'on appelle le beffroi. Le beffroi, c'est une tour en bois à l'intérieur de la tour en pierre et qui est bien dissociée des maçonneries. Le beffroi ne touche pas les murs, il repose juste sur un petit retrait de maçonnerie là, que l'on voit. Et de cette façon-là, cette tour en bois permet de supporter les cloches et surtout d'absorber leurs vibrations quand elles sonnent pour ne pas risquer de fragiliser l'édifice en lui-même. Oui. Oui, tout ne fait pas de la même hauteur. Il y a des endroits où il y a largement la place au-dessus de la tête et puis l'autre où moi au moins je suis obligé de bien baisser la tête. Donc là, on est fini par redescendre et donc on arrive dans le chœur. Décris-nous ce qu'il y a autour de nous parce qu'il y a des choses mais incroyables. Ce chœur, il est vraiment sublime, c'est la partie la plus sacrée de l'église, là où on avait à la fois le maître-autel, mais aussi on sait que le tombeau de Gérard de Corbie, Saint Gérard, se trouvait derrière le maître-autel. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, la nef est très sombre, et à contrario, quand on arrive dans le chœur, lui, il est vraiment baigné de lumière, il est percé d'énormément de grandes fenêtres, avec ses arcades plein cintre romanes, et quand on regarde, on a du décor partout, et en particulier ces chapiteaux là, qui font vraiment la réputation de l'abbaye de la Sauve, et certains chapiteaux vraiment démesurés avec de très très belles sculptures, des scènes bibliques, des motifs ornementaux. Et puis, moi mes préférés sont tous les chapiteaux qui vont représenter le côté sombre de l'âme, un peu maléfique. Là, les moines ne savaient pas trop ce qu'il fallait en penser, là, de ces chimères, de ces sirènes. Et là, on a tout ce bestiaire avec les centaures, avec les basiliques qui sont vraiment très très beaux et puis qui permettent d'apporter plein d'explications au public. Là, en fait, je crois que j'ai jamais vu des chapiteaux en élévation, donc encore sur site, aussi gros que ça. Je pense que j'en ai vu dans des musées ou quoi, mais en fait aussi gros, oui. Et là, donc quand on est face à la nef, donc on a sur la gauche des chapiteaux, donc, comme tu as dit, plutôt négatifs, qui font un peu peur, et à droite, des chapiteaux un peu plus floraux, un peu plus ornementaux, la plus positif. Alors plus positif, il y a à la fois le côté ornemental, mais si on revient à gauche, c'est le côté l'homme avec tous ses défauts, ses travers. Quand on rentre dans l'abside à gauche, allons-y. On va voir déjà, on est accueilli par Adam et Ève, le péché originel, ça commence bien, ça annonce le décor. Ensuite, on va voir les chimères. Les chimères, donc ce que j'évoquais tout de suite, c'est ce bestiaire médiéval où on va assembler des animaux. Là, on voit sous nos yeux, on a le basilic là avec le coq avec la queue de serpent. Un peu plus loin, on a le Sagittaire. Après, on a le lion avec une tête et deux corps. Et au fond de l'abside, eh bien, on voit Ulysse qui fait face au chant des sirènes. Donc, on voit qu'ici, on est dans les tentations. La tentation d'Adam et Ève, la tentation d'Ulysse, le côté négatif là, de ces chimères. Alors que de l'autre côté, eh bien, on va avoir des scènes religieuses qui vont montrer qu'on peut être racheté. On a le combat de Daniel dans la fosse au lion. On a une scène avec la tour de Babel, avec le Christ qui tire le diable par les cheveux, là, qui a résisté aux appels du diable. Donc c'est le côté un petit peu rédempteur. Là. On imagine que derrière ça, les religieux pouvaient avoir un discours pour étayer leurs propos et puis la quête de la vie éternelle et de racheter son âme. Elle est où la tour de Babel là ? Alors la tour de Babel, elle ressemble au gros panier de linge sale là, qui est sur le côté. Un truc cylindrique où on voit Jésus qui est en haut, le diable qui l'incite à se jeter dans le vide, mais le Christ résiste à l'appel du diable. Et finalement, quand on regarde le même diable, il se fait tirer par les cheveux sur la gauche par le Christ là, qui l'a attrapé et qui combat le diable ici. Mais c'est très très stylisé quand même. Bah oui, et tu as raison, effectivement, la tour de Babel ressemble totalement à un panier à linge, donc on dirait deux enfants qui se disputent autour du panier. C'est tout à fait ça, exactement. C'est assez naïf comme représentation. Mais c'est quand même assez intéressant on a beaucoup de ces chapiteaux ici. Il me semble que c'est assez rare d'avoir autant de chapiteaux dans un espace comme ça. Alors rare, pas forcément, parce qu'on a d'autres églises qui sont très réputées pour leurs beaux chapiteaux. Ici, ça fait partie des sites les plus importants au niveau du sud-ouest, à la fois en termes de quantité de chapiteaux. Je parle pour cette période. Donc on est ici en plein XIIe siècle, dans l'apogée de l'art roman. Puis c'est le bestiaire fantastique, c'est les scènes bibliques, c'est les motifs floraux. Après, les beaux chapiteaux romans XIIe et les églises
églises qui en ont des quantités, on en regorge dans la région. Ce qui fait la particularité de la Sauve, je pense, c'est d'une part d'avoir conservé ces chapiteaux, mais aussi ce côté assez éventré de l'église là qui fait. On a un contraste entre les deux. C'est vraiment l'aspect ruine romantique. Et quand on vient au début du printemps, là que les pâquerettes sont toutes en fleurs, oui, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est de la pelouse dans l'église. Là, on le voit pas là à l'audio, mais c'est à ce côté particulier là d'avoir cette végétation au cœur de l'église. Et puis quand on a un tapis de pâquerettes au milieu des ruines romanes romantiques, c'est quand même du plus bel effet. Là, donc, on a vu effectivement la partie qui était à l'intérieur de l'église, mais en fait, comme c'est une abbaye, eh bien, il n'y a pas qu'une église, c'est ça ? Oui, parce que l'église, c'est la partie la plus importante, la plus symbolique de l'abbaye. C'est là que les moines viennent prier moult fois par jour et par nuit. Mais une abbaye, c'est une communauté de religieux, donc il y a tous les bâtiments conventuels qui servent à la vie quotidienne. Et tout ça s'organise autour du cloître dans lequel nous venons de pénétrer. Donc les bâtiments conventuels sont installés au sud de l'église pour profiter de l'ensoleillement. On comprend bien, vu la taille de l'église, que si on avait mis les bâtiments conventuels côté nord, il ne verrait jamais le soleil, ni et pas beaucoup de lumière. Donc c'est pour ça que dans les abbayes, les bâtiments résidentiels sont le plus souvent au sud. Et ici, c'est le cas. Et on a ce superbe cloître. Il en reste quasiment plus rien. Mais par rapport à l'église, là, il n'y a vraiment plus beaucoup de choses. Oui, le cloître, je dis superbe dans le sens où on en devine encore les quatre côtés, et surtout le volume qu'il a dû avoir. Et ça devait faire un cloître gothique reconstruit fin 13e, début du 14e siècle, comme le grand réfectoire dont on devine encore les élévations. Pour le coup, le réfectoire, il en reste encore la moitié. Donc on voit bien l'ampleur qu'avait le bâtiment, de même que la salle capitulaire là à côté de nous, il en reste les premières rangées de pierres, mais ce sont les bancs sur lesquels s'installaient la centaine de moines qui composaient la communauté. Il doit être un peu serré là quand même, une centaine là, non ? Il y avait 2 niveaux de bancs, et puis autour des moines, on a tous ceux qui n'ont pas encore le statut de moine. On a les frères convers, on a des personnages de second rang, voire des laïcs, qui eux ne siègent pas dans la salle du chapitre, en revanche, qui devaient pouvoir entendre ce qui s'y passait. C'est pour ça que les salles du chapitre ou salles capitulaires sont toujours très ouvertes sur le cloître, avec de grandes arcades. Là aujourd'hui elles ont disparu, mais toutes les salles capitulaires sont faites sur le même principe, tout simplement pour que ceux qui n'ont pas voix au chapitre puissent entendre ce qui se passe dans la salle du chapitre. L'expression vient de là. Et donc dans cette salle, il y avait donc les principaux religieux, mais tous les autres restaient dans le cloître et écoutaient d'une oreille ce qui s'y passait. Bon, et on a été mauvaise langue parce qu'il nous reste des murs ici. Donc là, c'était quelle partie du cloître ? Alors, on est en train de ressortir du cloître. Cette fois-ci, on est sur la partie sud de la galerie du cloître. Et là débute donc le grand réfectoire, qui était une vaste salle gothique voûtée sur croisées d'ogives. On voit bien ici les traces des 2 grands vaisseaux et les arrachements de toutes les séries de voûtes et des grandes baies gothiques ajourées et vitrées qui baignaient de lumière ce réfectoire où l'on mangeait en silence. La règle bénédictine leur imposait. Et là, tu le disais tout à l'heure sur le côté pelouse, là on est vraiment quasiment dans la nature, on a des arbres autour de nous. C'est très bucolique en fait comme espace. Et oui, la Sauve majeure, c'est aussi la Silva Major, la grande forêt. Même si pendant longtemps, au moment de l'apogée de l'abbaye, c'était beaucoup plus en culture. Il y avait toute une polyculture qui aujourd'hui a disparu. On a encore un vignoble bien présent et très conséquent dans l'entre-deux-mers. Mais on a du mal à imaginer de ce que devait être la densité d'occupation à la fois de cette abbaye au moment de son apogée. Mais il ne faut pas oublier que la Sauve, il y avait l'abbaye, mais il y a la ville qui s'était développée autour. Et au XIIIe siècle, au moment de l'apogée de l'abbaye, on a une ville de près de 2500 habitants quand même. On a des listes de recensement avec près de 600 maisons. Il y avait 28 bancs de boucherie, donc ça donne un petit peu l'image de ce qu'était cette ville. 28 bouchers qui étaient donc autour de nous, quoi. C'est ça, autour dans la ville pour fournir les habitants. Quand on dit qu'on ne mangeait pas de viande au Moyen-Âge, bon, en fait, si, quand même. Alors, il y avait les jours sans, mais à côté de ça, on en consommait quand même un certain nombre. Et d'autant plus que les religieux avaient besoin des moutons, d'une part, pour les manger. Ensuite, récupérer la laine. Ça, il n'y a pas besoin de les tuer, tu me diras. Mais quand on les tue, par contre, on récupère la peau. Et ce qui intéresse dans la peau, c'est de la tanner pour en faire du parchemin. Et là, on est en train de longer l'ancien scriptorium, là où se trouvait la bibliothèque et les moines scribes, les moines copistes qui enluminaient de très très nombreuses bibles. Et quand on voit la taille des bibles et le nombre de peaux de moutons qu'il fallait pour faire ces manuscrits, eh bien on se dit qu'il fallait en manger un paquet de moutons. Donc tu nous as dit tout à l'heure l'apogée de l'abbaye, on était plutôt 12e, 13e, c'est ça ? Mais que bon, si on est en ruine aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que cette abbaye est tombée en ruine ?
Oui, effectivement, l'âge d'or de l'abbaye, c'est le XIIe siècle. L'achèvement de l'église, sa consécration, c'est en 1231. Tout au long du XIIIe siècle, on a non seulement l'abbaye, plus cette ville qui s'est développée, mais l'abbé, il a toute autorité sur la ville, ce que les habitants ont du mal à supporter. On a même des révoltes, les habitants voudraient avoir plus d'autonomie, ce que l'on rencontre dans plein d'autres villes du secteur à l'époque, ces villes qui se dotent d'une jurade, d'un conseil municipal. Et ici, l'abbé l'a toujours refusé, à tel point qu'à un moment, on a une révolte où les habitants vont défoncer le portail de l'église et saccager l'église. Et 200 bourgeois sont condamnés à payer. Donc on sent bien qu'il y a des tensions quand même ici. Et on est à l'époque où on va avoir ce qu'on appelle dans le sud-ouest le phénomène des bastides, les constructions de ces villes neuves qui sont faites pour développer l'économie et pour attirer de nouvelles populations. On leur donne énormément d'avantages. Or, au tout début du XIVe siècle, le représentant du roi d'Angleterre, un certain Amaury de Craon, va à une lieue d'ici, à peine 4-5 km, créer une bastide justement, une ville neuve à laquelle il laisse son nom. Donc de Craon, ça va devenir Créon. Et la bastide de Créon va prospérer en quelques années et les habitants de la Sauve qui n'obtenaient pas l'indépendance ou les avantages qu'ils auraient souhaités, beaucoup vont aller s'installer à Créon. Donc ça, c'est les débuts du déclin. Ensuite, on va avoir, avec la guerre de 100 ans, la recrudescence des conflits d'un lieu qui souffre de l'insécurité. Les moines de la Sauve vont faire une muraille pour protéger l'abbaye et une partie de la ville, mais c'est pas suffisant. Et à la fin du Moyen-Âge, il y a même plus une dizaine de moines. Quand on pense qu'il y en a une centaine au moment de l'apogée au XIIe siècle, on comprend que l'abbaye est sur le déclin. Avec les guerres de religion, ça ne s'améliore pas. Et au début du XVIIe siècle, c'est une abbaye qui est en piteux état. Mais on a un nouvel ordre religieux qui s'est créé au XVIIe, qu'on appelle les moines mauristes, et qui vont reprendre en main toutes les grandes abbayes bénédictines du royaume, progressivement. Et ces moines mauristes, quand ils rentrent en possession d'une abbaye, ils en compilent les archives, ce sont des moines historiens, et en plus, ils nous en font un portrait. Et pour chacune de ces abbayes, on a toujours une gravure qui représente l'église et l'abbaye telle qu'elle est au moment où ils en prennent possession. Et on a ça. C'est super précieux, ça, c'est génial. C'est extrêmement important. C'est un ouvrage qui couvre toute la France, qui s'appelle le Monasticum Gallicanum, les monastères de la Gaule, en fait. Et rien que pour le Bordelais, on a plusieurs abbayes qui sont reprises par les mauristes, dont l'abbaye de la Sauve-Majeure. Et on a ce très beau portrait là qu'on peut admirer quand on rentre dans le musée, qui permet de comprendre comment était cette abbaye au XVIIe siècle. Les moines mauristes vont démolir une partie des bâtiments pour en reconstruire de nouveau un grand corps de bâtiment 18e, plus au goût du jour, qui, passé la Révolution, l'ensemble des bâtiments sont saisis en bien national, comme toutes les abbayes, et faute d'entretien, l'église s'effondre en 1806, et à partir des années 1820, la municipalité de l'époque en fait une carrière de pierre, et l'abbaye est progressivement démontée et vendue en pierre. Mais pas le clocher, c'est ça qui est finalement assez chanceux, c'est que les voûtes se sont effondrées, mais pas le clocher. Oui, on a conservé le bas-côté sud et son clocher. Heureusement pour nous, c'est le reste le plus monumental. Mais dès le milieu du 19e siècle, l'édifice change de fonction, est racheté par le département et on va y installer ici l'école normale supérieure, donc l'école de formation des maîtres. Et pendant plus d'un demi-siècle, tous les futurs instituts de Gironde vont venir à la Sauve pour se former dans un bâtiment là où nous nous trouvons. Et pourtant aujourd'hui, il n'en reste plus rien. On en devine vaguement les traces dans la pelouse. Mais tout simplement en 1910, il y a un incendie accidentel qui va entraîner la démolition, la destruction de l'ensemble de l'école et de ce qui restait des bâtiments conventuels. Et c'est pour ça aujourd'hui, quand on regarde les murs, on voit encore les traces de cet incendie avec ce calcaire rougi par le feu. Et il faut attendre le milieu du XXe siècle pour qu'on ait des fouilles archéologiques et ensuite une mise en valeur qui soit faite de ce monument qui va rejoindre le réseau des monuments nationaux. Et aujourd'hui, c'est le Centre des monuments nationaux qui exploite le site et le valorise. Mais j'ai vu aussi qu'elle avait été classée monument historique dès 1840 ? Alors, les ruines romantiques ont très tôt attiré les regards, donc l'église en ruine est classée, ce qui a dû arrêter la destruction de la carrière. Je pense que sinon on n'en aurait même plus rien, on n'aurait plus le clocher. Et puis il y a un autre classement qui est important de noter ici, on est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, et à ce titre, l'abbaye de la Sauve-Majeure a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans ta visite, tu évoques aussi quelques-unes des fouilles archéologiques qu'il y a eu ici, parce qu'on a parlé de l'intérêt général et pour éviter qu'ils soient entièrement détruits. On a eu quoi comme fouilles archéologiques qui ont été menées ici ?
Alors, les fouilles archéologiques aujourd'hui sont assez anciennes, c'est les années 1950-1960, mais elles ont permis de redécouvrir toute une partie des bâtiments qui avaient disparu sous les gravats, sous la végétation. Donc ça a permis de faire ressortir le plan de la salle capitulaire, les bases des colonnes disparues, les différents bâtiments qui composaient l'abbaye. Et ensuite, il y a eu des restaurations qui ont permis de redessiner au sol le plan et qui permettent aujourd'hui au public de bien se projeter et d'en comprendre les volumes. Et puis de ces fouilles aussi, ça a permis de redécouvrir plein de morceaux, de très belles sculptures, des restes d'enduits peints qui aujourd'hui sont présentés dans le petit musée lapidaire qu'on a à l'entrée à côté de la billetterie avec des explications assez complètes et intéressantes pour avoir une vue d'ensemble sur l'abbaye. On va juste faire un petit tour d'ailleurs. Alors, ici, le musée qu'on est en train de traverser, c'est l'ancienne chapelle de l'école normale qui a été réutilisée. Ce sont des étudiants de la fac de Bordeaux en muséographie et scénographie qui viennent de refaire toute la présentation avec à la fois les sculptures mises en valeur et toutes les explications. Donc un endroit à ne pas rater quand on visite l'abbaye. Clairement, moi j'aime beaucoup, les cartels sont très bien faits, on voit bien pas mal de choses qu'on ne voit pas forcément dans l'abbaye, donc il faut le faire. Oui. Bon, pour finir la visite, on regarde un petit peu ce qu'il y a autour de l'abbaye de la Sauve-Majeure et notamment on a un joli jardin. Oui, aux abords même de l'abbaye, on a un jardin d'inspiration médiévale là, qui nous rappelle les anciens jardins du monastère. Et puis ce jardin est logé sur un côté de ce qu'on appelle la grange dîmière, c'est-à-dire la grange où les moines venaient entreposer les dîmes. Les dîmes, c'est ces taxes qui sont prélevées sur toute la production. Donc il y avait les dîmes sur le blé, les dîmes sur le vin, les dîmes sur tel fruit ou tel légume, et ainsi de suite. Donc tout ça était entreposé dans des granges dîmières et ensuite était commercialisé. Donc ce qui faisait l'économie et la richesse des moines. Et cette grange dîmière a été restaurée et aujourd'hui ça en fait un très bel édifice qui est à la fois un lieu de conférence, j'ai eu l'occasion d'en faire à plusieurs reprises, c'est un bel endroit. Et puis c'est aussi le siège de la Maison des Vins, puisqu'on est ici au cœur de l'Entre-deux-Mers, dans une de ces belles appellations du Bordelais, avec des vins blancs mais aussi des vins rouges. Et on a toute une présentation des différents producteurs qui est faite ici, donc ma foi ça fait un bon complément de la visite à l'abbaye. Donc David, tu fais des visites ici plusieurs fois par an. On pourrait voir sur le site de l'abbaye de la Sauve-Majeure quand sont tes prochaines visites. Mais tu fais des visites dans d'autres endroits, c'est ça ? Alors oui, moi je travaille en indépendant comme guide conférencier où j'ai donc une grosse quinzaine de visites sur l'ensemble du Bordelais, des sites très connus comme Bordeaux où je propose plusieurs visites, Saint-Émilion où j'y travaille depuis plus de 10 ans, d'abord dans le cadre d'un programme universitaire et puis maintenant sur de la médiation, sur le futur musée de Saint-Émilion. Donc pour moi c'est toujours un plaisir de partager les recherches auxquelles j'ai participé. Et puis à côté de ces hauts lieux touristiques de la région, il y a tous ces sites moins connus sur lesquels j'étais amené à travailler, à faire des études soit pour les particuliers ou pour les communes. Et aujourd'hui, j'y emmène mes groupes. Donc je travaille principalement avec les groupes sur réservation. Mais après, un groupe, ça peut être aussi une fête de famille, un groupe d'amis. On peut privatiser le guide. Donc je peux emmener découvrir des châteaux, des abbayes, comme l'abbaye de la Sauve ici, où j'aime beaucoup y revenir avec mes groupes. Et puis également un certain nombre de lieux qui ne sont pas forcément ouverts au public habituellement. Là, j'ai fait des études pour des propriétés viticoles ou des propriétés privées qui maintenant m'ouvrent leurs portes avec mes groupes. Donc c'est l'occasion d'aller au bout au bout de chemins où on ne va pas habituellement, de pousser des portes et puis de découvrir là aussi un très très beau patrimoine de l'Entre-deux-Mers qui est vraiment mon cœur d'activité. Et puis durant l'été, j'interviens souvent dans différentes programmations, la ville d'art et d'histoire de l'Aréole, à l'abbaye de la Sauve-Majeure sur des visites costumées, pour d'autres sites, et puis il y a les visites que j'organise moi-même, entre autres sur Rions, puisque je suis sur place pour les individuels, et bien ça me permet d'en proposer et puis de faire découvrir ces petites pépites là qui est à 2 pas de Bordeaux et qu'on connaît assez peu et bien conservées aussi. Désormais, vous savez que si vous venez à Bordeaux ou dans la région, eh bien, il y a un lieu qui mérite le détour, qui mérite d'être visité. Donc, je vous conseille vraiment de venir à l'abbaye de la Sauve-Majeure. Je tiens à remercier David Souni, donc alias Enguerrand le Chevalier, pour cette super visite et pour avoir pris le temps de m'expliquer tout ça. Eh bien, de rien, ça a été un plaisir.
Je tiens bien sûr à remercier l'équipe de l'abbaye de la Sauve-Majeure pour m'avoir permis d'enregistrer, pour avoir accepté que j'enregistre. Et je tiens à remercier, alors parce que vraiment c'est important, l'auditrice qui m'a aidée à venir jusqu'à l'abbaye parce que, bon ça on s'en fiche, mais j'avais un bus à la base mais qui a été annulé et j'ai une auditrice adorable qui m'a dit « Ah mais je peux t'aider », donc vraiment sans elle cet épisode n'aurait pas été possible. Voilà, je lui dédie cet épisode si on peut dire. Si vous voulez en savoir plus sur l'abbaye de la Sauve-Majeure, si vous voulez voir des photos, n'hésitez pas alors déjà aller sur le site de l'abbaye, voilà. De toute façon je vous mettrai tous les liens et références sur mon site sur passionmédiéviste.fr où je vous mettrai des photos, donc que ce soit d'Enguerrand et de l'abbaye bien sûr. Et je vous rajouterai des liens sur mon site pour aller plus loin, si vous voulez voir des vidéos et tout ça. Et si vous voulez écouter des épisodes semblables à ce que j'ai fait, eh bien n'hésitez pas à aller regarder les épisodes du format Hors les murs tant que vous êtes sur le site. Voilà, j'ai consacré plusieurs épisodes comme ça, un petit peu des déambulations dans des endroits, plus ou moins, notamment il y avait l'épisode enregistré autour du Palais des Papes d'Avignon, j'avais fait l'épisode au Dijon médiéval, et aussi n'hésitez pas à aller écouter si le sujet de la reconstitution vous intéresse, l'épisode que j'ai sorti le mois dernier. Donc juste, vous descendez un peu sur le flux de podcast, il est normalement 2 ou 3 épisodes avant, donc enregistré à Provins. J'espère encore que cet épisode vous a plu. Si vous avez des idées d'endroits où je pourrais enregistrer des épisodes de ce format, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me conseiller. J'en reçois quelques fois, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, je fonctionne un peu au coup de cœur en fait dans ce format Hors les murs parce que c'est quand même un format qui me prend beaucoup de temps, j'ai beaucoup de montage dessus. Mais donc n'hésitez pas à me faire des propositions d'endroits. Alors voilà, petit challenge, des endroits qui ne ressemblent pas à ce que j'ai déjà fait, donc là ne me conseillez pas une abbaye, je viens d'en faire une. Mais il y a encore plein de types d'endroits que je n'ai pas encore fait, hein. J'ai des idées, mais bon, n'hésitez pas à me proposer. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!